Je vais demander à Jean-Christophe Choblet de nous rejoindre. Il est scénographe de l'urbain. Il va nous dire ce que c'est que ce beau métier qui existe depuis une dizaine d'années. Voilà, vous avez débuté en 1995 avec François Queffinot et vous vous êtes fait remarquer à l'exposition universelle d'Hanovre en l'an 2000. Et depuis, vous vous consacrez à la programmation et à l'éphémère dans l'espace public. Voilà, Paris-Plage, c'est vous, et demain, vous êtes, je le disais, à la Défense. Alors d'abord, Jean-Christophe, qu'est-ce que c'est que ce métier que scénographe de l'urbain ? Alors, en fait, c'est deux formations. C'est que j'ai une formation de scénographe et de plasticien et une formation d'urbaniste. Et qu'après avoir travaillé pour François Queffinot, je ne sais pas si les gens ont entendu parler de Cité Ciné, qui a été une grosse manifestation à la Villette, voilà, qui rassemblait à la fois les métiers du cinéma et les métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Pour donc avoir travaillé pour ce personnage, on a travaillé sur l'exposition universelle à Hanovre et je me suis occupé du futur de la ville en fait pour le Themenpark allemand. Tout ça a donné une idée, c'est de monter une agence sur l'idée qu'on pourrait faire de la ville avec les moyens de la scénographie. Et un peu plus que ça, c'est avec les moyens du théâtre et de l'opéra. C'est-à-dire comment est-ce qu'on serait capable d'imaginer un espace public qui prendrait appui sur l'idée même du récit et de la temporalité. Paris-Plage est la première expérimentation, mais qui est une commande en fait du maire de Paris, parce que l'idée de Paris-Plage, c'est le maire de Paris. Donc là, moi, j'étais vraiment comme à œuvrer sur l'idée du on et du off, c'est-à-dire qu'un jour, on a les voitures, le jour suivant, on a la plage, donc on est que sur deux fonctions. Et comment est-ce qu'on pourrait, au contraire, aller un peu plus loin et aujourd'hui créer un espace public qui soit un espace qui pourrait accueillir plusieurs fonctions et qui ne serait pas dédié qu'à une seule fonction. Donc voilà, pour essayer de résumer mon métier aujourd'hui. Et c'est un métier nouveau, récent ? On l'a un peu créé. Enfin, je fais partie de cette... des premiers, c'est oui, ça ? Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que la ville est une scène comme une autre ? Alors je pense qu'il faut travailler autrement. Je pense que... D'abord, il y a plusieurs villes. Parce que je pense que Paris est une ville-monde. Il y en a très peu dans le monde. Et c'est très différent d'une grande ville. C'est-à-dire que c'est une ville qui est connectée et qui a un rapport à sa population très variable en fonction des origines de la population et qui est direct, qui vibre avec le monde. Et il y a des villes qui sont plus petites ou qui ne sont pas des villes-mondes. Donc déjà, il y a des choses différentes. Tout ça pour dire qu'en fait, que nous, on travaille avant tout à partir d'une étude de terrain très fine qui va nous raconter une histoire. Parce que c'est là le truc. C'est-à-dire que si on ne travaille pas à partir d'une étude réelle de ce qui se passe effectivement dans la ville et dans l'espace public, je pense qu'on se trompe de programme. Et que c'est à partir de cette idée-là de travailler avec des observateurs, donc mon équipe, et que toute cette équipe-là va me rapporter un contenu, une histoire, petite, grande, on va commencer à imaginer et à pouvoir créer une forme de dramaturgie de l'espace. Alors racontez le déroulé de tout ça. On va essayer. On va essayer de faire ça. Donc, très rapidement, et pour ne pas être trop long, la première chose qu'on fait, c'est qu'on récupère toutes les données qu'on peut avoir des agences d'urbanisme, des professionnels qui ont déjà travaillé sur des problématiques territoriales. À partir de ces données-là, on se les approprie et on va commencer à travailler sur des états des lieux qui sont liés sur des échelles de territoire. Donc Paris, vous connaissez, il y a Paris Métropole, il y a le bassin parisien et plus loin, mais il y a d'autres villes. Là, c'est Longlaville, où on a travaillé sur les problématiques de la fin de la sidérurgie, enfin tout ce qu'on peut nous donner en pâture. Et à partir de là, on travaille sur le profil des gens. Tout ça, ce sont que des statistiques. C'est qu'on récupère toutes les statistiques qui sont déjà faites et toutes les études qu'on connaît déjà par les professionnels de la ville et de l'urbanisme. Et à partir de là, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, c'est que là, j'envoie mes équipes sur place et on commence une étude de cas pour créer ce qu'on appelle des cartes sensibles. Alors les cartes sensibles, c'est un peu une nouvelle façon d'aborder le diagnostic urbain. Et comment on fait une carte sensible ? C'est-à-dire qu'en fait, on envoie des personnalités qui ont des atouts. Alors pour moi, c'est ergonome, ethnologue, sociologue et une forme de journalisme. Et Thierry Payette, là je vous montre en fait le carnet de voyage qu'a fait Thierry Payette à Longlaville, qui est en fait un ancien reporter de guerre et qui a arrêté complètement son métier, qui ne se consacre que à des reportages sur la problématique de la ville et du rapport du public et de sa ville.
Voilà. Donc c'est un petit exemple rapide. Donc lui, il va vraiment chercher dans les cafés, dans les bars, il va chercher le licite et l'illicite. Il va chercher le maire, évidemment, de la ville, mais il va aussi chercher le rêve, les émotions. Tout ça fait un gros travail que je passe assez rapidement, de photographie, de sentiments. Là, on parle de convivialité. On peut parler ici rapidement de sentiments, de rêves projetés, aussi d'histoire, de préhistoire. Tout ça est récupéré pendant plusieurs mois pour commencer ce qu'on appelle les cartes sensibles, qui là est un exemple où on va situer chaque élément qui nous a été raconté dans l'espace. Réel, parfois, ou simplement projeté. Parce qu'il faut savoir que quand on travaille sur certains cas, là en l'occurrence, il y a une usine qui a disparu, donc les gens vous parlent d'une usine qui a disparu, mais qui, profondément dans leur mémoire collective, reste ancrée. Donc ils vous parlent d'un objet qui n'existe plus, qui sont là, alors vous êtes avec les vieux du village, et puis ils vous parlent d'un skyline, alors ils vous disent ouais, il y a la cheminée, et puis la nuit, il y avait toujours du mouvement, c'était toujours allumé, et puis là il n'y a rien. C'est quand vous y êtes, il n'y a absolument plus rien. Donc c'est comment on recrée cette carte sensible et cette histoire, d'accord ? Donc on avance, on situe les personnages, et on commence à avoir des espèces de sphères, de bulles, d'intensité, de chiffonnement, d'expérience de chacun par rapport au territoire, qui nous donne tout doucement des cheminements et des axes de tension possibles pour un futur de l'espace public et surtout pour une idée de programmation de l'espace public. Alors bon, je vais vous passer, il y en a beaucoup. Là, je reviens à Paris, à La Défense, où là, on a fait le même travail avec... Alors pour ceux qui connaissent La Défense, pour moi, La Défense, c'est un vaisseau spatial qui s'est posé au bord de la ville et qui... est une grande utopie qui s'est arrêtée au niveau des tours et qui n'est jamais arrivée au niveau des piétons. Et là, j'ai eu pour mission, par De Facto, qui est l'établissement public. Voilà, l'établissement public qui s'occupe de l'espace public de La Défense aujourd'hui, qui est une jeune structure. Ils m'ont demandé comment est-ce qu'on pouvait valoriser l'espace public de La Défense. Alors, j'ai fait le même principe, j'ai envoyé mes sbires. J'ai écouté, c'est quoi l'espace public de La Défense ? Moi, je ne connais pas, j'y passe, mais j'ai pas de sentiment à La Défense. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, ils ont passé plusieurs mois sur place. Et là, j'ai travaillé avec d'autres outils un tout petit peu plus contemporains, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la 3D de La Défense, qu'on a monté entièrement, et sur les flux et des bulles réellement dimensionnées en fonction de ce qu'on disait dans l'espace, qui sont des bulles de résonance d'activité. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en gros... Recommencer. Par exemple, pour être très clair, vous voyez ces bulles dans l'espace, elles sont en fait dimensionnées en fonction du nombre de personnes qui fait le même usage. Par exemple, la pause méridienne, le déjeuner à La Défense, c'est 170 000 salariés. Donc, en fonction, alors elles sont plus ou moins grosses, en fonction du moment de la journée, ils font une activité, par exemple déjeuner, et ça génère une bulle en fonction du nombre de personnes qui l'a fait en même temps. D'accord ? Ce qui me permet de savoir où se passent les choses et à quel moment. C'est très important. On est encore dans l'analyse, on n'est pas encore dans le projet. Et ça me permet du coup de créer des cartes, de nouveau, qui vont me raconter une histoire. Une fois que j'ai tout ça, je livre ça à une personne qui s'appelle Valérie Thomas, qui est dramaturge et auteur de théâtre, et qui va mettre les mots, là on revient à Longlaville, donc c'était le côté traumatique, et qui va commencer à écrire cette histoire pour générer un travail très plastique, qui est en fait une forme de partition en mouvement, parce qu'elle est aussi musicienne, et elle a fait du free jazz, donc elle connaît la capacité à générer du mouvement dans l'intensité de la temporalité. Si vous connaissez un peu la musique, il y a plusieurs mouvements, plusieurs moments, il y a du calme, il y a du fort, etc. Donc là, elle travaille à la main, Valérie, donc j'ai très peu de choses à vous montrer. J'ai que cette partition qu'on avait scannée à l'époque, où on parle de chaos, on parle de mort, on parle de conversion. Et tout ça, ça génère des chiffonnements. Moi, je reprends cette matière, et là, on devient beaucoup plus sérieux. On la temporalise, et on fait ce qu'on appelle une programmation calendaire. C'est-à-dire en fonction... Calendaire. On a le droit aussi. On a le droit aussi. Pour commencer à trouver les moments les plus intéressants à programmer et quel type de programme on peut mettre en place. Et là, on arrive sur des choses beaucoup plus fines, où là, on a des temporalités, hiver, printemps, été, automne, avec des intensités, des propositions d'aménagement et d'animation qui peuvent être liées directement à toute l'analyse qu'on a faite. Voilà comment on aborde, nous, en tout cas, la ville, et comment est-ce qu'on commence, après ça, à projeter des possibilités de manifestation, de mouvement. Ceci donne 3 choses, en fait. Soit on nous demande, à partir de là, de créer une manifestation type Paris-Plage, ou ce que je suis en train de faire à La Défense, qui est en fait
une proposition de biennale de mobilier urbain, c'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on peut valoriser l'espace public de la Défense? Il y a très peu de façons de le faire puisque l'espace est figé à la Défense, donc c'est l'équipement de l'espace, et le mobilier fait partie de cet équipement et donc de réponse aux usages qu'on a pu déceler. Donc là, j'ai créé et j'ai proposé à la Défense de faire la première biennale de mobilier urbain où, à partir des usages qu'on a décelés et à laquelle il fallait répondre, on a fait un concours et un appel à projet à tout le monde, hein, c'est artistes, architectes, designers, toute personne qui était capable de répondre à ces problématiques. Sur l'ensemble des usages qu'on a décelés et à laquelle il était important de répondre, j'en ai sélectionné 5. Lesquels ? Qui étaient jetés triés, donc la problématique de la corbeille. Personne n'en a voulu, non ? Personne n'en a voulu. On n'a eu aucune réponse sur 108 réponses de créateurs. Personne n'a voulu faire une poubelle. Donc c'est intéressant. Peut-être que c'est la fin de la poubelle dans l'espace public. Se poser, se reposer. Comment on s'assoit, hein, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. À la Défense, et c'est pas anodin, c'est s'abriter, parce que c'est un espace très venteux, avec très peu de possibilités. Le travail, l'idée de travail dans l'espace public, mais que j'ai jumelé avec l'idée de se cultiver, parce qu'il y a X œuvres d'art à la Défense, et que c'était peut-être intéressant de jumeler les deux fonctions. Et enfin, la pause méridienne, comme je disais tout à l'heure, 180 000 salariés, le moment du déjeuner est juste improbable à la Défense, hein. Dès qu'il fait beau, il n'y a aucune réponse. Donc on a eu 100 projets, ces projets ont été subventionnés et construits, et on va avoir des micro-séries pour chaque projet qui vont être installés pendant une année à la Défense. Et donc l'idée, c'est d'avoir un retour d'expérience. Toujours des propositions. Ah, des vraies propositions. Hein. Je ne peux pas vous les montrer parce que c'est très intéressant. Elles sont à découvrir le 28 mars. Le 28 mars, c'est installé à la Défense. Donc je vous engage à venir les voir et surtout à les essayer parce que ce que je veux avoir, c'est votre sentiment sur ce que a été mis en place et donc la réponse qui a été faite sur ces problématiques. Et pendant une année, on laisse ces objets en place. Et c'est vous qui allez nous aider à créer un cahier des charges. Alors, à défaut de les montrer, vous nous en dites un mot ? Je sais pas, parce que je trouve que c'est tellement incroyable. Les réponses sont j'ai rassemblé 15 experts, Savadio Kaminayai de la RATP, Édouard François, architecte, Baz Land, qui sont paysagistes, des plasticiens. Enfin, j'ai essayé de rassembler un maximum d'experts qui, pour moi, étaient le reflet de ce que peut être la ville aujourd'hui. Et ils ont choisi des choses, donc j'ai pas choisi, hein, c'était pas mon rôle. Moi, j'ai créé le cadre de la création. Ils ont choisi des choses qui sont assez improbables. Alors, par exemple, sur l'idée de se poser, se reposer, on va avoir un filet à 2,50 m dans lequel 50 personnes peuvent monter en même temps. Voilà, c'est une réponse. Un hamac géant. Un hamac géant, et on verra si en costard-cravate, ça a du sens à la Défense. Bon voilà, mais c'est fait, et c'est mis en place. Et donc ça, c'est une première réponse par rapport à toutes les analyses qu'on fait. La deuxième chose qu'on nous demande beaucoup aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, c'est que depuis Paris-Plage en France, hein, j'entends, parce qu'on évidemment travaille à l'étranger, c'est que la commande a changé. C'est-à-dire que la commande politique aujourd'hui sur l'espace public s'est transformée et on s'est aperçu qu'on pouvait, avec l'éphémère, parce que moi je ne fais que de l'éphémère, hein, et c'est vraiment un engagement, on peut imaginer, travailler avec la population, avec les créateurs, faire du faire ensemble et peut-être préméditer le traumatisme que peut créer certaines grandes opérations urbaines. Je m'explique. C'est comment est-ce qu'on peut préfigurer des espaces avant même qu'on y installe quoi que ce soit, et comment est-ce qu'on peut tester grandeur nature, comme le mobilier, quelque chose sans s'engager, sans engager la ville sur X années, voire 100 ans, mais ça il y a longtemps maintenant, mais 30 ans, c'est pas rien, sans engager la ville, et donc c'est pratique sur 30 ans. Donc on nous demande de plus en plus, avec les outils de la scénographie, comme vous le voyez ici, ou par des interventions artistiques, à tester des choses par rapport à des thématiques. Voilà, donc là c'était l'idée de nature réparatrice, faire des interventions artistiques, évidemment avec la population, recréer des marchés, tester des halles. Enfin, là je pourrais vous montrer énormément d'exemples. Là c'est utiliser tous les espaces libres et vides de commerce pour faire des lieux d'exposition sur le futur projet, etc., etc., etc. Et enfin, c'est le dernier élément qu'on nous demande beaucoup aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut prééquiper la ville à l'éphémère. C'est-à-dire que l'événementiel coûte cher. C'est-à-dire qu'en fait, il coûte cher en énergie, il faut amener des groupes électrogènes, etc. Dès qu'on fait une grande manifestation, la ville n'est jamais équipée pour accueillir en fait, les manifestations et voir les programmations qu'on pourrait imaginer. Et avec mon agence et une agence d'ingénierie, on a mis en place ce qu'on appelle des NIE, c'est des niveaux d'intervention et d'infrastructure événementielle. C'est comment, en fait, là, pour le coup, l'espace public peut devenir un théâtre.
et qu'on aura imaginé son prééquipement pour être sûr qu'on puisse faire effectivement de l'éphémère, en tout cas de la programmation. Ça, c'est le centre de Vincennes qu'on est en train de terminer, donc le cours de Vincennes, et on a fait une étude assez sérieuse où on a imaginé toutes les potentialités de l'espace, du concert de Madonna jusqu'au marché de Noël, et tout ce qu'on n'a pas imaginé, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas imaginable, pour prééquiper l'espace de façon à ce qu'on puisse à tout moment plugger un nouvel objet et qui aura l'eau, l'électricité, enfin voilà, c'est un grill technique de sol, mais ça implique deux choses, c'est-à-dire que là je travaille avec un paysagiste, c'est-à-dire aussi qu'il ne faut pas trop occuper l'espace par des objets pérennes, c'est-à-dire qu'il faut garder la scène libre. Et moi j'arrive à une conclusion qui m'intéresse, c'est, parce que tu en parlais Bruno tout à l'heure, je pense que la ville aujourd'hui, et la densité de la ville aujourd'hui, c'est-à-dire que pour moi l'espace public aujourd'hui est en fait devenu un élément vital de la possibilité de vivre dans la ville. Je m'explique. C'est que l'espace privé est devenu cher et rare. On vit dans des espaces privés qui sont beaucoup plus contraints qu'avant. Et donc, on demande un service bien plus important aujourd'hui à l'espace public qu'on le demandait au XIXe siècle. D'ailleurs, il y a des grandes phrases d'auteurs qui disaient qu'en gros, l'espace public, c'était un espace pour aller d'un espace privé à l'autre, ce qui n'avait pas d'autre sens que ça. Aujourd'hui, l'espace public est un espace de vie, mais surtout un espace de service. C'est qu'on demande du service Paris-Plage. Maintenant, les Parisiens considèrent que c'est un service. Il n'y a pas de sens d'arrêter Paris-Plage. Alors que moi, je pensais que c'était un objet à... Comme je ne suis pas dans le pérenne, pour le coup, on est en train de devenir pérenne. C'est raté, là. Là, c'est raté. Mais c'est une programmation, c'est un rendez-vous. Et comment est-ce que cet espace public peut continuer à vibrer et toujours être surtout d'actualité? C'est ça qui est difficile. Donc comment est-ce qu'on peut le prééquiper pour éviter qu'il vieillisse? Qu'il vieillisse et surtout qu'il ne réponde plus à votre demande, parce que c'est ça la problématique. Alors j'ai une dernière question à laquelle je ne m'attendais pas d'ailleurs. Est-ce qu'il faut regretter les Jeux Olympiques pour Paris? Je ne peux pas vous dire le contraire, j'aurais eu du boulot pendant au moins 3 ans, mais moi je pense que les grandes manifestations telles que les Jeux Olympiques, j'ai travaillé sur la finale, le mondial du rugby pour Saint-Denis, et c'était une très très belle expérience. C'est que ce sont des coups de pied au cul à la ville. C'est-à-dire que ce type de manifestation, à un moment donné, elle génère une espèce de folie. C'est-à-dire qu'on s'autorise. C'est tout le problème, là où je ne suis pas d'accord avec Bruno, c'est que je pense que gérer l'espace public, c'est gérer l'autorisation. C'est pas gérer l'interdit. C'est comment est-ce qu'on est capable, par moment, de gérer une possibilité et un champ de possibles. Les Jeux Olympiques, à un moment donné, il y a un tel rouleau compresseur où, poum, il n'y a pas le choix, je veux dire, il faut y aller. Et donc ça a une espèce de puissance créative, avec les moyens qui vont derrière, parce qu'on a quand même un problème de moyens, on le sait. Et ben voilà, c'est une espèce de gros coup de pied dans la fourmilière. Après, pour avoir vécu Athènes, il faut bien le gérer. Parce que je pense qu'il y a des traumatismes derrière qui sont assez terribles si c'est pas bien géré et si c'est pas ancré, encore une fois, dans une étude d'usage préalable. Ça n'a pas de sens de mettre un équipement sportif là parce que c'est les Jeux Olympiques. À quoi on le raccorde, avant et après, quoi. Et vous, Bruno, vous regrettez les JO? Moi, ça m'aurait donné encore plus de travail, donc je ne regrette pas. Non, je suis d'accord avec Jean-Christophe. D'ailleurs, on est souvent en désaccord et c'est ça qui fait que on avance. Mais je ne suis pas pour gérer par l'autorisation. Nous sommes là pour réguler les choses. Voilà, il y a la part d'interdit qui est tolérée et puis celle qui l'est moins. Mais c'est dans la confrontation de tout ça que ça doit se jouer, effectivement. Et où là, où des artistes, des scénographes, des plasticiens nous apportent beaucoup, c'est qu'ils poussent vers l'interdit. Si on n'était que dans un monde de régulation parfaite. Ils poussent à désobéir. Oui, bien sûr. Mais la vie, c'est ça, c'est de la désobéissance permanente. Mais Paris-Plage, c'est du boulot pour la ville, j'imagine. Oui, mais c'est lui qui pourra en parler le mieux. C'était une opération, c'est toujours une opération qui est faite en fait avec les services de la ville. Ce sont eux, avec la scénographie de Jean-Christophe, qui ont fabriqué depuis le début cette opération. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça a marché, c'est que si on avait
pensé 3 ans à l'avance avec des bureaux d'études, des marchés, des procédures interminables, on aurait pensé quelque chose qui aurait été assez figé, alors que la précipitation, la façon réactive de Jean-Christophe de proposer des choses, nous, notre façon assez brutale de dire non, c'est pas possible, mais quand même de s'y mettre, ça a fait moi j'ai un très bon souvenir de ça, enfin, ça m'a fait des sueurs froides, mais en 4 mois, entre mars 2002 et juillet 2002, on a réussi à lancer le truc. Ça aurait pu être un ratage complet, mais c'est pas nous qui du coup avons fait le succès, c'est la façon dont les Parisiens et les autres se sont retrouvés là-dedans qui a fait que ça a marché. Mais les conditions, c'était sans doute une part d'improvisation et de souplesse qui a rendu les choses possibles. Et à quel service de la ville est-ce qu'on peut demander que la Seine, qu'on puisse se baigner dans la Seine? C'est pas aux Parisiens qu'il faut le demander. C'est à la de société. l'espace public. C'est la société française tout Seine entière qui renvoie trop de choses polluantes dans ce fleuve. Et donc c'est pas pour accuser nos amis de Champagne et d'Ardennes là-bas, mais c'est sur tout le cours du fleuve que ça se joue. Et bon, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu avant de pouvoir le faire. Nonobstant, et blague à part par rapport aux propos d'un maire de Paris, le fleuve serait tout à fait zone de baignade. Ça reste une zone, un port, avec des bateaux qui circulent dessus. Et ça, je pense que c'est important. Bon, la cohabitation de péniches et de baigneurs, c'est pas si facile que ça à organiser. D'accord. Merci, messieurs.